jusqu'au fond là-bas. Yeah, you got it. Ah oui, quelqu'un l'a fait. OK, Can I do merci. it as co-host? I'm already. Yeah, perfect. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Ah, OK. Oui, oui, OK. C'est bien, c'est cool, c'est gentil, merci. Euh, attendez, ouais. OK, donc, je disais que notre mission de science, d'inspirer les jeunes et puis contribuer à développer la RDC au travers de la science. Inspirer les jeunes parce que parfois les jeunes ne savent pas, ne comprennent pas ce à quoi la science pourrait bien servir et pourtant, sans la science, une nation ne peut pas se développer. C'est ainsi que nous nous investissons dans la promotion aussi bien des jeunes scientifiques que la promotion de la science en RDC. Et là, nous aidons, par exemple, les jeunes à faire le choix des carrières et aussi, nous sommes très conscients que la science constitue le moteur de développement d'une nation. Euh, oups. Oui, donc l'ASJ est constituée en commission et sous-commission. Elle est présidée par professeur Tania Bichola, qui est notre très distinguée présidente, et son équipe telle que vous voyez là sur l'écran. Euh, depuis créé en 2019, vous pouvez voir sur le graphique à droite l'évolution jusqu'en 2000, disons à ce jour, nous sommes à 43 membres. Donc, l'académie s'élargit au fur et à mesure. Quand on ouvre des appels à candidature, les candidats postulent et puis leurs dossiers sont évalués par un comité international et ceux qui répondent aux critères sont retenus. Nous présentons ici un mot de félicitations pour les membres qui nous ont et donc, comme activité, comme je disais, il y a la promotion des jeunes. Vous voyez sur les images les activités des profs Tania Bichola, des profs Philippe Faraja dans la sensibilisation des élèves pour qu'ils sachent, par exemple, à quoi pourraient bien servir les sciences dans le développement d'une carrière et d'autres activités de sensibilisation que vous voyez là avec le professeur Achille Bapolis à gauche de l'écran. Eu à recevoir plusieurs titres internationaux. Hervé Lepouya qui avait reçu un prix des neurochirurgiens et qui vient récemment de soutenir très brillamment sa thèse de doctorat à l'Université de Gand. J'en profite pour le féliciter pour cet achievement. Professeur Vivi Maketa qui avait reçu le prix de la Fondation Bayer, professeur Achille Bapolissi avec un prix de la Société royale de médecine mentale et également professeur Christian Nkanga. Et récemment, professeur Wivine Bapolissi a été admise à la World Academy of Science. Donc, sincères félicitations à elle également. Comme activité, dans le cadre du soutien des jeunes au monde scientifique, l'ASJ offre l'assistance éditoriale gratuite. Donc, ceux qui participent à ce webinaire et qui peinent à finaliser avec leur publication, l'ASJ offre ces services, donc aide les jeunes scientifiques dans le but de finaliser ou de mettre
d'arranger leur publication scientifique pour qu'elles soient publiables dans les revues des renom. Et donc, il y a une nouvelle campagne éditoriale qui sera bientôt qui est en gestation et vous pourrez suivre l'évolution dans nos différentes chaînes de communication. Et là, nous avons les affiches. À gauche, nous avons les affiches des webinaires passés. Comme je l'ai dit au début, nous faisons des webinaires mensuels. Donc, chaque mois, vers la fin, souvent les derniers vendredis du mois, nous nous rencontrons pour traiter d'un sujet bien particulier. Et ici, nous avons les différents canaux par lesquels vous pouvez entrer en contact avec nous, notre site web, l'adresse mail, et vous pouvez aussi suivre nos activités sur Twitter et également sur Facebook. Alors, ceci étant dit, je vais procéder à la présentation de notre orateur de ce jour. Je dois arrêter J'arrête le partage pour permettre à l'orateur de pouvoir mettre son écran pendant que je serai en train de le présenter. Donc, nous sommes aujourd'hui honorés par la présence du professeur Dr Horace de Gnovi, qui est épidémiologiste des maladies infectieuses, spécialiste des maladies tropicales négligées. Il associe l'épidémiologie classique, la modélisation épidémiologique appliquée et la science des données afin d'améliorer la rapidité et la qualité de la prise de décision en matière de santé humaine et animale. Son programme de recherche repose sur des études en population et utilise des outils statistiques de mathématiques pour mieux comprendre l'épidémiologie et optimiser la surveillance et le contrôle des maladies. Il mobilise donc ses compétences en épidémiologie, modélisation, pour étudier l'émergence, la transmission, la propagation et le contrôle des maladies infectieuses. L'objectif de ces travaux est de tirer des enseignements à partir des données et des luttes contre ces maladies infectieuses dans le but d'améliorer la santé publique. Actuellement, ces recherches portent sur la mise en œuvre pour l'élimination des maladies tropicales négligées, recherche sur les interventions en santé des populations, ainsi que sur les politiques et systèmes de santé en santé internationale, non seulement au Bénin, mais aussi en Afrique en général. Il occupe des fonctions d'enseignant et chercheur au sein de l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Il est également de l'Université d'Abomey-Calavi et à l'École nationale supérieure des biosciences et des technologies appliquées de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Son expertise couvre des domaines des soins de santé primaire, de l'aide humanitaire, de la riposte aux épidémies, de la surveillance épidémiologique et ses travaux visent à terme à développer des stratégies et interventions innovantes. Il est fellow affilié du Journal of Epidemiology and Public Health. Il est également membre du groupe de travail de l'Organisation tropicale négligée, épidémiologie et surveillance, des lignes directrices de l'OMS sur les maladies tropicales négligées cutanées. Donc, nous allons maintenant découvrir la présentation donc, des professeurs
Horace, après avoir écouté cette présentation qui a été tout sauf brève, mais on a dû la raccourcir parce que le temps nous... Professeur Horace, je vous donne 30 minutes pour présenter le sujet du jour. Merci beaucoup, professeur Hippolyte. D'entrée de jeu, je tiens à remercier la présidente, professeur Tania, pour cette euh, opportunité de participer à ce webinaire. Donc, merci beaucoup, professeur Tania. Merci beaucoup, professeur Hippolyte, pour vos différents travaux remarquables que vous faites pour faire évoluer la science, comme vous l'aviez dit au départ. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment est-ce que la santé numérique et l'intelligence artificielle peuvent devenir de puissants leviers pour combattre les maladies tropicales négligées qui, jusqu'à présent, constituent un défi qui concerne encore des millions d'Africains. Alors, la présentation. Très bien. Il faut dire que selon les données récentes de l'OMS, plus d'un milliard de personnes dans le monde sont affectées par au moins une maladie tropicale négligée. Et quand nous parlons de maladies tropicales négligées, c'est des maladies qui sévissent principalement dans les pays tropicaux, qui sont négligées par les programmes de santé publique au niveau mondial et national, et qui touchent principalement des personnes pauvres qui n'ont pas suffisamment accès à l'eau potable, aux moyens d'assainissement de base et aux soins de santé. Ces maladies qui sont souvent oubliées par les plus grands programmes de santé mondiale touchent les plus vulnérables. Et le gros problème, c'est que l'Afrique, à elle seule, supporte plus de 40% de cette charge mondiale. Donc, les causes, je viens d'en parler, manque d'accès aux soins, faible système de surveillance, sous-financement chronique, donc autant les problèmes qui minent ces maladies en Afrique. Il faut dire que quand nous parlons de santé numérique et d'intelligence artificielle, au-delà de l'effet mode, parce que c'est la tendance, et au-delà de l'effet mode, la santé numérique et l'intelligence artificielle peuvent vraiment nous aider à juguler ces problèmes que nous avons en Afrique. D'entrée de jeu, il faut rappeler que lorsque nous parlons de santé numérique, cela englobe à la fois la télémédecine, les applications mobiles de santé, les dossiers électroniques, les systèmes de surveillance, pour n'en citer que ceux-là. L'intelligence artificielle, quant à elle, repose sur des algorithmes qui sont capables d'apprendre à partir des données. Donc, cela pourrait être des images médicales, ça peut être des symptômes, ça peut être des schémas de propagation, par exemple. En Afrique, le jumelage, ou que dis-je, l'alliance entre l'intelligence artificielle et le numérique représente, à mon humble avis, une opportunité unique pour pouvoir innover sans passer forcément par des lourdes infrastructures hospitalières classiques. Parce que nous le savons tous, le problème de l'Afrique est beaucoup plus complexe que uniquement les ressources. Donc, du coup, si on peut utiliser à bon escient l'intelligence artificielle et le numérique, on pourra vraiment innover sans pour autant avoir besoin d'énormes infrastructures hospitalières classiques. Revenons maintenant aux maladies tropicales négligées, concrètement en Afrique. Ces maladies incarnent des inégalités de santé mondiale et d'innovation adaptée. Je vais prendre quelques exemples. Donc, je travaille depuis plus d'une dizaine d'années, en l'occurrence sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, en l'occurrence le ulcère de Buroli. Donc, ici, vous avez une photo en haut à gauche, une photo d'une lésion d'ulcère de Buroli, d'accord, qui est déjà très avancée. On peut aussi prendre l'exemple, par exemple, de la maladie du sommeil, de la schistosomiase. Toutes ces maladies frappent les zones reculées, là où on a des laboratoires qui manquent. Et là, vous allez voir, j'ai mis une photo d'un laboratoire de fortune en pleine activité de terrain. Donc, les laboratoires ultra modernes, ça manque dans certaines zones. Les diagnostics tardent et les données sont rares. Pour prendre l'exemple de l'ulcère de Bureli, dans toute l'Afrique,
on a très peu de labos qui peuvent réaliser une PCR en bonne et due forme. Généralement, les traitements débutent déjà à partir du diagnostic du clinicien, alors que depuis le congrès de 2019, l'OMS a recommandé que, avant qu'on ne commence, par exemple, l'antibiothérapie pour le lycée de Burelé, il faut qu'il y ait, en plus du diagnostic du clinicien, la confirmation par PCR au laboratoire, ce qui n'est pas faisable ou ce qui n'est pas possible dans toutes les contrées de l'Afrique. Donc, on a ces problèmes de laboratoire. Or, sans données, on ne peut pas utiliser ou appliquer l'intelligence artificielle. Et sans données, on n'a pas de politique de santé efficace. Donc, le numérique et l'intelligence artificielle peuvent nous aider à inverser cette logique et en collectant et en analysant les informations directement sur le terrain, même si c'est des laboratoires de fortune qui sont constitués sur le terrain, ces données peuvent alimenter les algorithmes et peuvent nous permettre d'avoir des politiques de santé efficaces. Qu'en est-il maintenant de l'apport du numérique et de l'intelligence artificielle? Quand nous parlons d'intelligence artificielle et du numérique, je pense que ces deux outils transforment déjà les pratiques médicales et la surveillance épidémiologique, même si ce n'est pas des niveaux qu'on aurait souhaité, mais tout a un début. Alors, je vais donner quelques exemples concrets. Aujourd'hui, on peut faire un diagnostic assisté par l'intelligence artificielle. Donc, on peut utiliser des algorithmes pour reconnaître des images de peau. On peut utiliser des algorithmes. Actuellement, il y a même une étude en cours au Bénin pour qu'on puisse utiliser l'intelligence artificielle pour savoir si la lésion que nous avions, premièrement, est-ce qu'on peut déjà confirmer que c'est une lésion d'ulcère de Buroli? Est-ce qu'on peut identifier la catégorie? Parce que c'est en fonction si on a une lésion de type 1, 2 ou 3, c'est en fonction du type de lésion qu'on saura la prise en charge adéquate à prendre. Donc, on peut développer des outils pour pouvoir faire une reconnaissance d'images de peau, de parasites, de plaies, par exemple. On peut également utiliser des outils d'intelligence artificielle pour détecter de façon précoce des foyers grâce à des modèles prédictifs. Et aujourd'hui, on peut également utiliser, et ça se fait déjà, de la télémédecine pour suivre les patients dans les villages très éloignés. Donc, le vrai challenge, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à faire de telle en sorte que les professionnels de santé qui ont à la base une formation classique, être outillés pour être non seulement observateurs de ces outils, mais contributeurs pour que ensemble nous puissions à la fois utiliser ces données, former les professionnels qui sont déjà compétents avec la formation de base, mais comment est-ce qu'on peut faire le jumelage pour que ces outils puissent vraiment devenir un outil ou des outils catalyseurs? Je vais prendre donc des exemples concrets des initiatives en Afrique. Il y a pas mal de projets pionniers qui montrent la faisabilité et l'impact de ces innovations. Là, vous allez voir sur cette image à gauche, en haut, il y a l'image d'un petit appareil, d'accord? C'est une sonde échographique, d'accord? Pour ne pas la nommer échopène. Et cette sonde, par exemple, aura pour fonction de jouer un peu le rôle de stéthoscope, d'accord? Donc, on pourra tout faire avec cette sonde. Mais dès le départ, il y a un projet qui a été mis en place à la fois en France, au Sénégal et au Bénin. Donc moi, j'étais le coordonnateur du projet au Bénin où on a essayé d'évaluer la faisabilité de l'utilisation de cette sonde pour faire de l'échographie. Et progressivement, on pourra l'utiliser donc pour faire beaucoup plus que ça. Donc cette sonde, par exemple, est dotée d'outils d'intelligence artificielle. Donc au lieu, par exemple, d'investir 100 000 euros, près de plus de 60 millions pour payer peut-être les gros échographes, attention, nous ne disons pas que on ne va pas utiliser les gros échographes dans les grands centres universitaires, non. Mais lorsque nous sommes, par exemple, dans les zones de déserts médicaux, lorsqu'on est très loin de la capitale où on n'a pas peut-être les spécialités, les compétences qu'il faut, avec cet appareil, par exemple, en poche, on peut déjà sauver énormément de vies. Donc ça, c'est un exemple concret d'innovation euh, en Afrique que nous pouvons
plébiscité. Aujourd'hui, il y a également énormément de drones qui sont développés. D'accord. Au Ghana et au Nigeria, par exemple, on a des études en cours où l'intelligence artificielle aide à dépister, par exemple, la rétinopathie diabétique à travers juste un smartphone. Au Rwanda, par exemple, on a des systèmes de télémédecine qui essayent de relier les cliniques rurales aux spécialistes de Kigali. Donc, c'est extraordinaire. Et ça, tout cela est développé par des professionnels, des ingénieurs locaux. Ce n'est pas de l'expertise importée. J'insiste là-dessus. Alors, au Bénin, en dehors du... Vous me suivez? J'ai entendu une voix. Au Bénin, en dehors du projet... Non, non, allez-y, allez-y. Super. Au Bénin, en dehors du projet pilote sur l'utilisation de la sonde Ecopen, par exemple, on a également des projets en cours. Et un autre exemple, c'est un projet en cours sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc aujourd'hui, on peut, à l'aide d'un smartphone doté d'algorithmes et puis de beaucoup, beaucoup de données, on peut utiliser cet algorithme ou ce smartphone pour aider, par exemple, le gynéco à confirmer ou à infirmer une lésion précancéreuse. Et ça, c'est une avancée notable et ça peut nous aider vraiment à sauver énormément de vies. Ça, c'est des cas concrets. Donc, ces exemples démontrent simplement que l'Afrique peut être un laboratoire d'innovation, mais innovation responsable. Alors, tout n'est pas quand même rose, même si je présente quelques éléments ou quelques prouesses sur le continent où l'intelligence artificielle et le numérique peuvent être des leviers pour régler beaucoup de problèmes, en l'occurrence des problèmes de santé publique et des maladies tropicales négligées. Nous avons quand même des obstacles réels. L'un des tout premiers obstacles, c'est le problème d'infrastructure. On a le problème de données robustes, données clean, robustes. D'accord? On a les problèmes éthiques. Et comme je viens de le dire, on a également le problème de compétences. Je pense que le prof Tania et également le prof Hippolyte seront d'accord avec moi. L'Afrique regorge, je pense, des meilleurs médecins, des meilleurs professionnels de santé. Ça, il y a pas de débat là-dessus. Vous prenez un professionnel de santé en Afrique, il est tout à la fois. Il est généraliste, il est anesthésiste, il fait tout. Donc, si c'est la compétence en matière de pratique médicale, il n'y a pas de débat. Le problème, c'est que nous sommes en train de vivre une transition drastique au niveau mondial où les compétences classiques ou les compétences habituelles ne vont plus suffire. Donc, il faut vraiment outiller maintenant ces professionnels de santé pour développer d'autres types de compétences. L'un des challenges ou des défis que nous avons, par exemple, c'est l'accès à l'électricité et à Internet qui reste limité dans plusieurs régions. On ne peut pas développer un algorithme, on ne peut pas mobiliser ou collecter énormément de données de qualité si, par exemple, on n'a pas la possibilité de renvoyer ces données sur un serveur en même temps, en temps réel. Donc, le problème de connectivité se pose. Un autre problème, c'est que les données médicales sont souvent éparses. Généralement, les données sont éparses, mal structurées ou par endroits, ces données sont peu fiables. Nous avons également les questions éthiques, d'accord? Les questions de confidentialité, les questions liées aux biais algorithmiques et aussi et surtout les questions de souveraineté des données africaines. Lorsque nous mettons en place un projet à Kinshasa, au Burkina Faso, à Cotonou, et que le serveur qui doit héberger les données OVC est à Strasbourg, ça pose un problème. Ça pose un réel problème. Il faut que nous, scientifiques, nous puissions conseiller, nous puissions réfléchir ensemble pour voir avec les dirigeants comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir nos propres serveurs locaux. Sinon, ça serait un peu comme déplacer le problème. Donc, on a ce problème. Donc, du coup, le gros problème de formation, c'est que il faut donc savoir simplement qu'une intelligence artificielle ne vaut absolument rien sans des professionnels qui sont capables de l'utiliser, de l'interpréter. Donc, ça ne servira absolument à rien de concevoir un outil, un algorithme, si les professionnels qui vont l'utiliser tous les jours ne sont pas en mesure de l'alimenter et de l'interpréter. Alors, à notre avis, quelles sont les conditions, donc, malgré ces défis, du succès en Afrique? Je pense que le succès dépend beaucoup plus de la gouvernance, de la formation et de l'appropriation locale. Donc, j'insiste sur l'appropriation locale. À mon avis, le moment où on développe un outil
On va développer un algorithme pour régler, par exemple, les problèmes de file d'attente. On va développer un algorithme pour régler les problèmes de vaccination, par exemple, en Afrique. Je pense qu'on développe une solution toute faite à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis, et on l'importe sur Kinshasa, sur Côte. Je pense que cette époque est révolue, à mon avis. Donc, il va falloir que les compétences locales puissent s'approprier maintenant cette technologie. Donc, nous devons investir premièrement dans la connectivité, dans des serveurs locaux de l'électricité, d'accord? Il faut également des ressources humaines très formées, donc en dehors des professionnels de santé, il faut des data scientists, il faut des ingénieurs, d'accord? Il faut créer également un cadre réglementaire par rapport à la loi sur la donnée. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas attention, mais la véritable richesse en 2025 aujourd'hui, c'est les données. Ce n'est plus le pétrole, oui, les matières premières, c'est très important. Mais aujourd'hui, celui qui maîtrise, qui modélise, qui transfère, qui arrive à prendre les décisions adéquates par rapport aux données, il a le monopole sur tout le monde entier. Donc, il va falloir que nous-mêmes, nous puissions penser à comment est-ce qu'on peut construire un écosystème africain de l'intelligence africaine en Afrique, en santé. Donc, vous allez voir sur la figure, on a besoin donc de nous universitaires, c'est très important. On a besoin des gouvernements parce que c'est une décision politique. On a besoin des investisseurs parce que ça coûte de l'argent. On a besoin des collaborateurs et tout ça, on a besoin également des entreprises et également des startups pour qu'ensemble, on puisse créer cet écosystème d'innovation. Donc, j'insiste sur cela pour dire, on doit créer vraiment un écosystème d'innovation. En termes de feuille de route, je pense que une vision à long terme peut ancrer durablement le numérique dans la santé africaine. Alors, donc, à mon avis, qu'est-ce que moi je pense que nous pouvons faire? Premièrement, donc je vais proposer peut-être une feuille de route en 5 étapes par exemple. Premièrement, il va falloir qu'on crée des plateformes, un peu comme ce que vous faites déjà, professeur Tania et Hippolyte, des plateformes africaines de données de santé interconnectées. Donc, j'aurais très bien voulu que, par exemple, l'association qui fait déjà un travail remarquable puisse s'étendre progressivement à certains pays pour que nous ne travaillions plus peut-être en îlot, mais qu'on soit vraiment en groupe. Donc, une plateforme ou association interconnectée avec plusieurs pays. Je sais que c'est progressivement qu'on pourra le faire. Deuxièmement, intégrer l'intelligence artificielle dans les plans nationaux de santé. Quand on parle d'intégration de l'intelligence artificielle dans les plans nationaux de santé, on pense tout de suite au développement de grosses infrastructures. Non, on n'a pas besoin de tout. Je pense qu'il n'y a rien de mauvais à copier et à améliorer ce qui se fait de mieux ailleurs. Généralement, dans les pays qui réussissent, par exemple, cette transition, on peut, par exemple, chaque pays ou chaque département, où ce que tu peux lancer, par exemple, des compétitions thématiques. Donc, on peut dire, par exemple, nous voulons développer un algorithme pour pouvoir savoir, par exemple, pour la prochaine campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à Lomé, par exemple, on veut développer un algorithme qui va être en mesure de nous dire, lorsque je viens au Togo, je dois aller dans telle région et donner les moustiquaires afin de pouvoir optimiser, pour pouvoir diminuer l'incidence. Donc là, non seulement on va gagner en temps, en énergie et en coût. Donc pour le faire, c'est très simple. On lance un concours continental des jeunes qui sont issus de divers horizons. On met un trophée en jeu et là, ils vont développer la solution. Et après ça, le pays peut se l'approprier et on peut exporter. Donc, c'est des solutions possibles. Il faut promouvoir également la recherche locale sur les données africaines. J'insiste là-dessus. Nous devons promouvoir la recherche sur des données africaines, des données que nous-mêmes nous collectons et nous-mêmes nous nettoyons et nous-mêmes nous modélisons. Il faut également renforcer les capacités institutionnelles et assurer la durabilité par les partenariats et un financement structuré. Donc, j'ai présenté les 5 étapes sous forme d'escalier où on doit d'abord créer une plateforme ou des plateformes et après ça, on va intégrer l'intelligence dans les plans nationaux. J'ai proposé un exemple concret. Promouvoir la recherche locale sur les données africaines,
renforcer les capacités institutionnelles et ensuite, c'est en dernier ressort qu'on va parler maintenant de la durabilité du financement. Ce n'est pas du tout, à mon humble avis, au départ. Parce que même si au départ, on donne le financement et qu'il n'y a pas une structure à la base, ça ne servira généralement pas à quelque chose. Ou tout au plus, on n'aura pas l'impact voulu. Donc, je pense qu'on peut toujours en discuter. Alors, est-ce que la santé numérique et l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une solution miracle pour l'Afrique? Alors, moi, je pense que si les applications de santé numérique aujourd'hui explosent de partout dans le monde, l'Afrique doit développer elle-même massivement ses systèmes de techniques et d'intelligence artificielle pour améliorer de façon significative les soins et apporter des réponses efficaces à certaines pathologies. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux pays africains souhaitent atteindre l'un des objectifs de développement durable, c'est-à-dire la CSU, qui est d'assurer la couverture universelle des soins pour tous. C'est l'un des objectifs primordial pour pratiquement tous les pays. Donc, la concrétisation de ce projet ambitieux, à mon avis, nécessite d'avoir, premièrement, des pools de ressources compétentes dans les technologies innovantes, en particulier la conception, le développement et l'adoption des technologies de santé numérique qui vont donc intégrer des fonctionnalités auto-entreprenantes. D'accord? Quelques défis que nous pouvons surmonter pour que la santé numérique et l'intelligence artificielle soient une solution vraiment miracle pour l'Afrique, selon moi, si on parle par exemple des dispositifs médicaux, d'accord, qui sont connectés, j'ai donné l'exemple de la sonde par exemple, en passant par des applications de télémédecine et des systèmes d'aide à la décision clinique par exemple, aujourd'hui, la taille du marché mondial de la santé numérique devait atteindre près de 560 milliards de dollars d'ici 2027, selon le dernier rapport du cabinet Fortune Business Insight. Alors, cette valeur, qui était estimée à 234 milliards en 2023 par Global Healthcare Outlook, cela veut dire que malgré ces opportunités qui sont liées aux technologies dans le domaine médical, la plupart des pays africains, pour le moment, n'arrivent pas encore à bénéficier pleinement de leur potentiel. Alors, je vais aller un tout petit peu loin pour proposer, est-ce que, et là on peut toujours en discuter, nous n'allons pas vers la recherche quantique. Est-ce que la recherche quantique ne pouvait pas être une stratégie et donc une solution miracle pour l'Afrique? Donc, il faudrait une stratégie africaine du développement du numérique, d'accord, où les lignes directives seraient communes à tous les États. C'est vrai que c'est assez ambitieux, mais je pense qu'on n'a pas besoin de commencer avec tous les États, même si, comme je le suggère souvent, les grandes révolutions ne commencent jamais par le grand monde. Même si un ou deux pays commencent, je suis sûr, lorsque les résultats probants seront là, ça va pouvoir inciter les autres pays à rejoindre. Donc, cette recherche quantique, ça sera donc une stratégie qui serait par exemple dirigée par une structure de recherche quantique africain qui sera doté d'un fonds de roulement, mais un fonds, pas un fonds qui sera mobilisé par le biais des partenaires extérieurs. Pourquoi? Parce que généralement, celui qui apporte son argent, il a sa ligne éditoriale. C'est toujours comme ça. Quand vous prenez n'importe quel bailleur, un partenaire financier, il a son argent. C'est normal qu'il dise, voici les secteurs dans lesquels je veux investir, voici mes priorités, ce qui est normal. Donc, j'estime qu'on peut doter, d'accord, cette structure de recherche quantique africaine de fonds de roulement, mais fonds mobilisés sur le continent. Donc, on a plusieurs mécanismes dont on peut discuter et donc qui permettraient au pays d'établir des recommandations ou des bonnes pratiques tirées des retours d'expérience de projets pilotes mis en place dans le cadre du développement du numérique. Et pour terminer, au-delà de la recherche quantique, on pourrait également penser à un cloud spécifique. Oui, ça c'est vrai, on va me dire que c'est ambitieux, bien sûr, c'est très ambitieux. Mais si on arrive à avoir un cloud spécifique, selon une étude de Uptime Institute Award de 2018, l'Afrique ne compte que 1,3% des data centers mondiaux. C'est un problème criard. L'Afrique ne compte que 1,3% des data centers mondiaux, soit environ 80. Ça, c'est en 2018. D'accord? Alors,
ce chiffre qui paraît dépasser à cette date, parce que une dizaine d'États, effectivement, se sont dotés d'un plan ambitieux. Beaucoup d'États maintenant se sont dotés d'un plan ambitieux lié à la construction des centres de données. Mais le problème est toujours là. C'est un secteur en pleine croissance. Donc, il va falloir que nous pensions réellement à un cloud spécifique basé en Afrique, dédié au cadre médical, afin de pouvoir héberger, sécuriser, traiter et partager les données qui seront générées à travers des dispositifs de santé numérique. Peut-être que vous allez me dire, moi, je n'ai pas connaissance aujourd'hui, en 2025, d'un seul data center où c'est basé en Afrique, je n'ai pas souvenance. Généralement, la plupart des data centers qui sont actuellement basés en Afrique sont interconnectés pour la plupart avec les data centers. Donc, ça veut dire que toutes nos données transitent encore par l'Europe, transitent encore par l'Asie, transitent encore par le... Or, comme je viens de le dire, les données aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment la denrée rare. Donc, celui qui maîtrise et qui manipule a une avance notable. Donc, le but, c'est d'améliorer la recherche scientifique, comme l'avait suggéré dit prof Hippolyte, afin d'apporter des réponses efficaces à certaines euh, maladies. Alors, aujourd'hui, l'augmentation des infrastructures de téléphonie mobile, d'accord, en Afrique, je pense que le taux de pénétration en Afrique pour les téléphonies mobiles est l'un des plus élevés, donc en dehors de l'Asie, si je ne me trompe. Donc, et l'Afrique aujourd'hui est dotée d'une très grande communauté de patients intellectuellement compétents. Les patients aujourd'hui sont très compétents, ils sont très compétents. Donc, en ce sens, déployer des outils de santé numérique en intégrant les algorithmes d'intelligence, à mon avis, ça va être bénéfique pour tous ces systèmes de santé. Parce que cela non seulement permettrait de sauver des vies, de jouer un rôle crucial dans le transfert international d'un socle de connaissances et de compétences en matière de santé numérique. Alors, pour terminer, je pourrais dire, ou comme une question, le futur de la santé numérique, le futur de la santé africaine sera bien sûr numérique, intelligent et bien sûr inclusif. J'insiste sur le thème inclusif. L'intelligence artificielle et le numérique, je dois le dire, ne remplace pas le médecin ou ne remplace pas le professionnel de santé. Attention. Par contre, il l'aide au mieux à soigner. Donc, l'outil dont je vous ai présenté, par exemple, pour le dépistage du cancer du col, ce n'est pas que l'outil va remplacer le gynéco. Non, du tout pas. Mais ça aide le gynécologue pour qu'on ait un taux de précision élevé. Donc, ça nous permettrait, par exemple, de passer moins à côté des faux positifs et donc de sauver énormément de vies. Pareil pour la sonde euh, d'écho également que j'ai présentée. Donc, du coup, l'Afrique ne doit pas, à mon avis, subir cette révolution, mais doit la conduire. Je pèse bien mes mots. On doit la conduire parce que nous avons tout le potentiel, nous avons la démographie qu'il faut, nous avons les compétences qu'il faut. Donc, il nous faut juste nous unir, réfléchir, concevoir ensemble. Et je pense qu'il n'y a aucune partie du monde qui ait le potentiel que nous avons en Afrique. Si nous savons unir nos compétences, nos chercheurs, nos décideurs, alors je pense que nous pouvons dire que nous avons fait de la technologie un outil d'équité et de dignité humaine. Je vous remercie. Wow, félicitations, bravo, vraiment. Merci, professeur Horace, pour cette très brillante présentation, très riche, très riche. Nous avons beaucoup appris. En effet, l'intelligence artificielle représente à la fois une menace pour certaines spécialités, mais dans l'ensemble aussi une opportunité pour l'amélioration du travail dans beaucoup de cas. Donc, c'est un sujet pour lequel nous devons beaucoup euh, nous investir dans le but de l'amélioration des activités et dans ce cas, l'amélioration des soins. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la discussion. S'il y a des questions, veuillez lever juste votre main pour que la parole vous soit accordée. Et ceux qui ne veulent pas s'exprimer peuvent
écrire des questions dans le chat et je les lirai à l'intention du présentateur. Des questions? Il y a une question dans le chat. Ah, OK. Il y a Euh, aussi Chris qui a levé la main aussi. ah, ok. Mais c'est étrange, je ne vois pas les mains levées. Bon, Chris, allez-y, posez votre question le temps que je retrouve la question posée dans le chat. Oui, merci, cher professeur Horace, merci, cher professeur Hippolyte, pour cette opportunité de nous instruire et puis de nous donner une autre façon de voir les choses. Sinon, j'ai une question qui est beaucoup plus curieuse parce que j'aimerais comprendre maintenant, vu les défis sur le plan connexion et logistique en Afrique, et que nous sommes en train de réfléchir sur comment installer ces genres de méga projets pour collecter toutes nos données ici en Afrique. Alors, ma question est celle-ci: comment nourrir maintenant cette plateforme ou comment nourrir cette intelligence artificielle en Afrique? Parce que dans le domaine de maladies tropicales négligées, donc il faut plusieurs entités qu'il faut impliquer. Maintenant, à notre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire présentement et pour nourrir l'intelligence artificielle en Afrique, pratiquement? Merci beaucoup. OK, professeur Horace, allez-y. Merci beaucoup, Christ, pour la question. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, très belle et pertinente question, hein. Comment nourrir l'intelligence artificielle en Afrique pour les maladies tropicales négligées? C'est une question stratégique et scientifique à la fois. Donc, je vais donner une réponse structurée. D'abord, pourquoi nourrir l'IA pour les MTN en Afrique? Alors, je rappelle simplement que l'intelligence artificielle n'apprend pas seule. Donc, elle dépend des données qu'on lui fournit. Or, pour les maladies tropicales négligées, les données locales sont rares, généralement fragmentées ou sous forme en version papier. Donc, sans données fiables, les algorithmes risquent d'être biaisés ou bien inadaptés aux réalités du terrain. Donc, nourrir l'intelligence artificielle, c'est d'abord faire un effort pour collecter. Donc, les données qui sont rares ou bien les peu de données qui sont fragmentées ou sous forme papier, il faut d'abord les collecter, les structurer, les sécuriser afin qu'elles servent à la prévention et au diagnostic. D'accord? Ça, c'est le premier point. Quelles données maintenant pour nourrir l'IA? Je pense qu'il faut diversifier les sources, cher Chris. D'accord? Nous avons par exemple les données cliniques et de laboratoire. Donc, les résultats du test que nous avons, les photos des lésions cutanées, par exemple, les diagnostics cutanés, les diagnostics que nous avons et qui sont confirmés. C'est pourquoi je parle de la mutualisation des forces. Donc, si par exemple, on a quelques résultats de tests au Burkina, pardon, au Bénin, au Togo, au Ghana, en RDC, vous voyez, quand on va combiner tout ça, ça va faire un effet. Parce que l'algorithme a besoin d'être nourri. On a également des données épidémiologiques, des données de surveillance, cas par région, saisonnalité, qui peuvent vraiment permettre à faire des modèles prédictifs. Nous avons également un autre moyen d'alimenter les données, de nourrir l'IA, qu'on oublie souvent. C'est les données géospatiales et environnementales, en fait. On a les cartes, on a les climats à chaque place, on a le sol, la végétation. Mais il faut des outils dignes du nom pour pouvoir collecter ces données. Parce qu'on peut modéliser l'écologie et la transmission des maladies tropicales négligées. D'accord? Nous avons également aujourd'hui les réseaux sociaux, on a énormément de données. Donc, on a des données textuelles et communautaires. Donc, quand nous parlons d'alimenter l'intelligence artificielle, ne pensez pas que c'est uniquement les données cliniques. Non. Même les rapports, même les réseaux sociaux, même les données d'enquête, les messages que vous échangez par rapport à telle pathologie, on peut collecter tout ça pour pouvoir détecter des signaux, même si c'est des signaux faibles, mais précocement. D'accord? Donc, pour moi, concrètement, si on veut nourrir et faire grandir l'IA pour les maladies tropicales négligées,
On doit d'abord créer des bases de données locales et ouvertes, par exemple. Donc, digitaliser les registres hospitaliers et communautaires. Je sais que quand je dis ça, ben, beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais je pense que c'est une transition obligatoire. On doit digitaliser les registres hospitaliers et communautaires. Développer des systèmes DHIS de CoboCollecte et RedCap, d'accord, dans tous les centres, même les centres reculés. Standardiser les formats de données. Cher Christ, ça, c'est l'un des problèmes qu'on a en Afrique. J'ai la chance, un peu comme le prof Hippolyte, de faire plus de 40 pays déjà. Donc, je sais, c'est le gros problème qu'on a en Afrique. Vous allez en RDC, vous avez un autre format. Vous allez au Bénin, vous avez un autre format. Donc, du coup, pour pouvoir combiner, donc on doit avoir des formats de données standardisés. Par exemple, utiliser des protocoles communs pour l'OMS, pour la région Afrique de l'OMS. D'accord? Je pense que depuis quelques semaines, il y a l'interopérabilité qui a commencé entre les pays pour les banques. Je pense qu'au niveau de la recherche et des données, on doit promouvoir aussi l'interopérabilité. Ce que le prof Hippolyte fait en RDC, on doit avoir une plateforme où je clique là-dessus, j'ai des identifiants, je peux avoir accès à tous les cas du chef de bureau, par exemple. Donc, ça permet de faire avancer vite les recherches et encourager la recherche et les partenariats. Et après, la formation des ressources humaines et la politique peuvent maintenant ajouter. Je ne sais pas si le prof Hippolyte a quelque chose à compléter, sinon c'est ce qu'il peut lui dire. Merci. Ah oui, merci beaucoup. En fait, vous avez tout dit. Effectivement, plus il y a des inputs en termes de données, plus les algorithmes deviennent fiables. Et c'est très important donc d'avoir la diversité des données qui sont enregistrées. Vous avez parlé du défi de l'énergie. Actuellement, on recommande de donner beaucoup plus de valeur aux énergies vertes, notamment l'énergie solaire. Et les panneaux solaires sont en pleine expansion. Nous espérons que avec Starlink, sans l'idée de faire la publicité pour eux, mais avec Starlink, on sait avoir la connexion Internet dans des milieux perdus dans la nature. Ça, j'ai la preuve de la qualité de connexion en pleine forêt équatoriale. Nous pensons que l'avenir apportera de bonnes choses. Il y a une question dans le chat en attendant que le prochain puisse lever sa main pour demander parole. Je lis la question. Avant le problème majeur lié aux maladies tropicales négligées, le manque de données présentait un obstacle pour développer des algorithmes et optimiser les recherches. Maintenant que vous avez des sondes dans votre projet pilote, ces dernières vous fournissent des données qui constituaient auparavant une barrière. Avez-vous exploité ces données? Avez-vous développé des modèles mathématiques ou des algorithmes basés sur ces informations? Si ce n'est pas le cas, quels sont les résultats obtenus jusqu'à présent? Merci beaucoup. Alors, oui, on a pu. D'abord, je rectifie. Ce n'est pas la sonde qui a produit les données. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, les données sont déjà collectées et ensuite, on a essayé d'utiliser ces données avec la sonde pour aller beaucoup plus vite. C'est un exemple très simple. Vous aviez, par exemple, une femme qui vient dans un centre de santé périphérique à 2 heures du matin, qui saigne, d'accord? Visiblement, vous voyez qu'elle est presque peut-être à terme, des trucs comme ça, alors que vous êtes vendredi soir. Vendredi soir, le centre de santé le plus proche où vous pouvez envoyer la dame pour faire échographie, d'abord c'est à 150 km au moins, et ça ne sera que le lundi. Vous imaginez? Alors qu'avec cette sonde, immédiatement, vous pouvez poser la sonde déjà, d'accord, et poser déjà les premiers gestes de secours. Je ne dis pas que ça remplace, mais en attendant, on peut déjà prendre une décision parce que vous avez besoin d'éléments pour prendre des décisions. Donc, c'est ce à quoi ça nous a servi. Et ensuite, on a évalué maintenant la performance, d'accord, de cette sonde avec les gros échographes. C'est-à-dire, on a des critères très simples, hein, c'est-à-dire la vitalité du fœtus, par exemple, le nombre de fœtus, la quantité de liquide amnionial, des critères basiques qu'on observe en gynéco, d'accord? Et ce à quoi on est arrivé et qui est extraordinaire, c'est qu'on a des résultats très bien même. Ça veut dire que déjà, pour ces 5 critères de vie, on peut
résoudre certains problèmes. On peut sauver énormément de vies, pas forcément avec 100 000 euros, parce que la sonde ne coûte moins de 1 000 euros en fait. Donc c'est ce que je peux répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, hein. Le prof Hippolyte peut compléter, hein. Oui, Oui, je- il y a il y a quelqu'un qui quelqu'un veut qui veut parler? parler. J'ai muté la personne, c'est bon. Ah, Ah, d'accord, merci, d'accord, c'est merci, gentil. c'est gentil. Oui, donc, Oui, donc, effectivement, le, l'intelligence artificielle représente beaucoup d'opportunités. Vous savez, dans nos pays africains, même quand on a des professionnels bien formés, des spécialistes, ils sont concentrés dans des grandes agglomérations et donc il y a des endroits reculés où la population parfois n'a pas de chance, alors que euh, la présence des spécialistes ou même la performance de l'intelligence artificielle peut aider à prendre déjà une décision. Et ça, dans l'avenir, ça se développe même pour, par exemple, des cas nécessitant la microscopie. S'il y a quelqu'un qui a une suspicion de tuberculose, par exemple, et que personne ne sait interpréter un cliché, vers là où nous sommes en train de nous diriger, il y aura des algorithmes pour déceler des lésions, des tuberculoses. Vous avez entendu dans la présentation même des lésions précancéreuses au niveau du col utérin. Et je vous dis, peut-être qu'on aura quelqu'un qui nous parlera de ça dans le cadre des séminaires de l'ASJ. Les cancers du col utérin, c'est une des bombes à retardement qui nous guette dans un avenir pas très proche. Ce n'est pas pour être un prophète de malheur, mais c'est juste pour réveiller nos consciences et nous inviter à penser à développer davantage des idées de recherche et actions dans le cadre d'ériger une barrière vis-à-vis de cette maladie. Donc, ce sont des dégâts liés à un virus qu'on appelle Human Papilloma Virus. Et il y a des cas énormes dans nos milieux et ces cas se compliquent par la survenue des cancers. Si déjà on peut détecter des lésions avant la survenue du cancer, ça rend le traitement facile et donc vous voyez que l'intelligence artificielle peut vraiment révolutionner la qualité des soins de santé pour nos populations. Alors, prof Hippolyte, si vous permettez, je vais juste Oui, un complément par rapport au cancer du col de l'utérus. Parce que allez-y. c'est un sujet Allez-y. d'actualité et actuellement, je coordonne un gros projet là-dessus. Alors, juste pour vous, Mm. pour corroborer un peu les faits, peut-être qu'après, on verra bien si on a du temps, on peut faire un autre séminaire par rapport à ça. Avant la venue de l'outil dont je parle, donc c'est une technologie, c'est de l'IA qu'on a incorporé dans un smartphone. Quand les gens viennent pour le dépistage, par exemple, d'abord, le résultat du test peut sortir peut-être même 3 semaines après. Donc, le gros problème qu'on a d'abord, c'est les problèmes de perdu de vue. Suivez-moi très bien, perdu de vue. Donc, du coup, vous avez des gens qui viennent, par exemple, et qui ne reviennent plus pour prendre leurs résultats ou bien parce qu'ils ont autre chose à faire. Avec cet outil qu'on est en train d'évaluer en cohorte populationnelle, c'est que dès que vous venez, par exemple, au centre de santé à 8 heures, on pose le diagnostic, le résultat sort au bout de 1 heure de temps. Donc actuellement au monde, je pense qu'il n'y a que ce projet implémenté uniquement au Bénin et au Cameroun. Donc avec des partenaires suisses. Donc en 1 heure, le résultat sort. Et après 1 heure de temps, si vous avez un résultat HPV, test HPV qui est positif, on va passer maintenant à l'IVA-IVL, mais pas l'IVA-IVL classique qu'on fait. On va faire de l'IVA-IVL maintenant avec un smartphone qui est doté d'intelligence artificielle. Et ça, avec le smartphone, on peut savoir est-ce qu'il y a des lésions précancéreuses ou pas. Et s'il y a des lésions précancéreuses, on a un outil, d'accord, un WhatsApp qui est doté aussi d'intelligence artificielle et on traite en même temps. Et je ne vous le cache pas, le portage en population dépasse les 30%. Ça veut dire que c'est dangereux, c'est un tueur silencieux vraiment. Donc c'est pour corroborer un peu ce que vous dites.
Et grâce à l'intelligence artificielle, vous imaginez déjà le nombre de femmes qu'on est en train de sauver. Et on espère qu'à la fin de ce projet pilote, on pourra faire un projet beaucoup plus grand, peut-être sur deux, trois pays, avec des dizaines de milliers de patients. En tout cas, c'est notre rêve, Prof. Hippolyte. On peut en parler après. Merci beaucoup. Oui, ok, merci. Donc, nous parlerons offline des opportunités d'impliquer la RDC qui est au cœur de l'Afrique dans ce projet sur le HPV qui est vraiment un tueur silencieux. Et ça, dans les années à venir, nous entendrons beaucoup parler de ça. Mais c'est mieux pour nous de prévenir et ça, dans la sensibilisation des jeunes scientifiques, ce sont vraiment des matières que les jeunes devraient se pencher là-dessus. Alors, ce commentaire sur la standardisation et interopérabilité des données a été débattu à Dakar lors d'une conférence organisée par l'OMS et Gates Foundation en août dernier. Merci, professeur Dave, pour ce complément, pour ce commentaire. Merci beaucoup pour cette présentation très pertinente. Les problèmes majeurs étant les données et standardisation des protocoles identifiants, avez-vous tenté de mobiliser les politiques africaines, organisations internationales comme l'OMS pour résoudre ce problème? Première question, est-ce qu'il y a une association des médecins africains, par exemple, qui travaille déjà sur ce problème majeur? Professeur Horace? Merci beaucoup au professeur Tania pour la question. Oui, oui, mais c'est uniquement pour le lycée de Bureli. Pour le lycée de Bureli, je pense que les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Il y a par exemple une organisation qui regroupe plus de 14 laboratoires au monde, d'accord? Plus de 14 laboratoires et où on travaille en connivence. Et je suis membre du comité de l'OMS par rapport à la rédaction des directives. Pour la plupart des pays, hautement endémiques. Donc, quand nous parlons de pays hautement endémiques en Afrique, nous avons le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana. D'accord? Je ne connais pas les chiffres exacts pour la RDC, mais selon les données de l'OMS, c'est vraiment ces trois pays-là qui regorgent le maximum de cas d'ulcère de Buroli à ce jour. Donc, du coup, actuellement, nous avons effectivement eu à standardiser les protocoles, même les formulaires que nous utilisons au niveau de l'OMS par rapport à l'ulcère de Bureli, tous ces formulaires ont été standardisés. Et même récemment, en 2022, on a encore fait une mise à jour. Donc oui, ce problème est réglé par rapport à l'ulcère de Bureli. Mais moi, je veux que nous allions beaucoup plus au-delà de l'ulcère de Bureli. Et donc, pour répondre à la deuxième question, à ma connaissance, il n'y a pas une association aujourd'hui qui va jouer ce rôle, qui va jouer ce pont. Je pense que déjà, avec ce que fait l'association, on peut réfléchir pour voir quelle solution on peut mettre en œuvre pour que, au-delà de l'ulcère de Bureau, où on a déjà la standardisation des protocoles, on a pu régler le problème des scores et autres. Est-ce qu'on ne peut pas étendre? Peut-être on ne va pas prendre toutes les pathologies. On peut prendre par exemple une nouvelle maladie tropicale négligée et ensuite on essaye de mettre en place un consortium pour dire allons-y tout doucement. On peut choisir une maladie tropicale négligée qui est très répandue. Je prends par exemple la bilharziose ou la schisto. C'est répandu dans la plupart des pays. Donc c'est ce que peut répondre Prof. Tania. Ulcère de Bureli, oui, on a pu faire ça et ça évolue très bien. Mais pour les autres maladies, je doute très fort. Merci, merci beaucoup. Alors, nous sommes pressés par le temps, mais je demande votre indulgence pour qu'on puisse épuiser les quelques questions qui sont là. Et puis, voilà, juste un glissement qu'on peut convenir de quelques minutes avant de tendre vers la fin. J'accorde la parole à Dr Issa Bari pour poser sa question. Merci, vous m'entendez? Oui, oui, très bien, merci. D'accord, super. Et merci pour cette thématique qui est vraiment d'actualité et très pertinente. En 2023, lors de l'Assemblée des ministres de la Santé de la région de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu un projet qui avait été présenté comme ça pour dire que la question tient vraiment à cœur et on en est tous conscients jusqu'au niveau décideur et ça, c'est très bien. Donc, par rapport à cette thématique, j'ai deux questions que je voudrais soumettre au président. C'est d'abord la question des données. Nous savons que
à ce jour, on n'a pas de serveur vraiment local. Donc, ça veut dire que tout ce que actuellement l'Afrique est en train d'utiliser sur la question du numérique, les données sont logées ailleurs. Et le présentateur l'a bien dit. Aujourd'hui, la chose la plus importante et la plus délicate, ce sont les données. Donc aujourd'hui, si on bascule sur le numérique totalement, c'est ce risque-là qui peut se poser peut-être. Voilà, de sorte qu'on va carrément prendre toutes nos données, aller donner ailleurs. Et on ne sait pas ce qu'il pourrait en être de notre sort, en fait, dans ce sens-là. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est par rapport au taux de pénétration, à la pénétration numérique. C'est vrai aujourd'hui, tout le monde, bon, le numérique est assez répandu, mais n'oublions pas aussi que nous avons les remote areas, les zones reculées, où l'accès Internet est vraiment hypothétique. Voilà. Donc là, à moins que on puisse avoir des options offline où on peut utiliser des données, bon, ce qui ne serait pas aussi pertinent parce que l'IA, c'est en temps réel, la transmission des données en temps réel et tout, ce qui va impliquer forcément l'accès Internet. Maintenant, pour ces zones où on n'aura pas de l'accès Internet, ça veut dire que le facteur inclusion devient problématique. Voilà. Est-ce que, de façon éthique, cette inclusion-là ne va pas poser une limite à l'adoption du numérique? Est-ce que l'Afrique aujourd'hui est prête à passer à l'ère du numérique dans le domaine de la santé? Voilà. Parce que la couverture sanitaire universelle implique tout ça. Voilà, que tout le monde puisse avoir accès à la santé au même service, voilà, et au même moment. Bon, ça peut peut-être dépendre du niveau spécialisé ou autre, mais au moins que le service basique, tout le monde puisse l'avoir. Maintenant, s'il faut qu'on adopte le numérique et que certaines poches du pays, ou bien de grands pans du pays se retrouvent sans accès à ces services-là, est-ce que l'inclusion ne va pas devenir problématique? Je m'arrête là et merci. Merci Oui, beaucoup. professeur Horace, rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur Issa. Oui, rapidement pour dire, pour la première question, je pense que la solution doit venir d'abord des États. Je prends l'exemple de certains pays comme le Bénin que je connais. En fait, c'est une décision politique. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nombre de projets qui ont été bloqués au niveau du Bénin simplement parce que les partenaires voulaient coûte que coûte transférer les données vers des serveurs sans autorisation de l'organe compétent. Donc, le problème de serveur peut être résolu simplement avec des décisions politiques. Vous comprenez? Donc, pour qu'il y ait une recherche, il y a trois types de contrôle dans tous les pays sérieux, en Europe, Amérique. Il y a d'abord le comité éthique, il y a le comité qui s'occupe de la protection des données, la PDP. Il y a ensuite tout ce qui est... Donc, du coup, si c'est un produit pharmaceutique ou pas, il y a aussi un comité. Donc, c'est très simple. Il faut que chaque État, chaque dirigeant politique puisse mettre des barrières pour dire, avant qu'une seule donnée ne soit transférée de mon pays vers votre serveur, vous devez signer des clauses. Donc, c'est réglementé. Donc, ça, je pense qu'au niveau politique, on peut régler ça. Le Bénin en est un exemple. D'accord? Certainement que dans d'autres pays, pour la question de l'inclusion. Alors, pour la plupart des outils dont je vous ai parlé, que ce soit pour la sonde ou bien pour le smartphone. En fait, ce problème est déjà réglé, cher Barry. Comment ça se fait? Lorsque vous êtes en zone réglée, vous n'avez pas besoin de connexion pour collecter les données sur la sonde, hein, du tout pas. Lorsque vous êtes dans une zone reculée, que vous voulez collecter les images, faire une inspection visuelle avec le smartphone, on n'a pas besoin de connexion. Là où on a besoin de connexion, c'est quand on veut transférer les données vers le serveur central. Et ça, on peut régler ça. C'est-à-dire, les gens peuvent aller collecter les données toute la journée, d'accord, ou bien même pendant une semaine, ça dépendra. Et un week-end, la personne vient maintenant en ville, juste se connecte pour transférer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les outils qu'on développe de plus en plus, c'est des outils qui peuvent être utilisés en offline, mais c'est juste pour le transfert des données qu'on a besoin de la connexion. Merci. Merci beaucoup, professeur Horace. Alors, j'accorde la parole à ma consoeur Wivine Bapolissi, qui a sa main levée depuis un temps. Merci beaucoup, prof Hippolyte. Et merci beaucoup aussi au professeur Horace. C'était vraiment une très belle présentation, sujet vraiment à jour. Et le premier, je pense que ma première partie, c'était celui-là, parce qu'en milieu rural, il y a toujours, donc reculé, il y a toujours moyen de s'adapter.
Et bon, il y a aussi du numérique qu'on fait, mais je ne veux pas, au vu du temps, je ne veux pas trop insister là-dessus. Parce que déjà, même nos téléphones, il y a des donc, de traitements à distance assistés. Et tout cela fait partie de cela. Et c'est pourquoi j'ai aimé aussi la présentation, parce que c'est santé numérique et intelligence artificielle. Mais la soumission que je veux faire maintenant, c'est plutôt, je pense qu'en Afrique, nous avons peut-être la chance qu'ailleurs, ils sont en train d'expérimenter ça. Et comme nous voulons l'implémenter chez nous, nous devons nous baser sur les leçons apprises ailleurs. Parce qu'au-delà de standardisation de protocoles, au-delà de prendre toutes les informations pour que nous puissions avoir, enfin, que l'Afrique puisse rester unie aussi dans cette course-là un peu sur l'IA, je pense qu'on doit aussi apprendre de facteurs qui sont en train peut-être de retarder un peu ou bien qui sont en train qui peuvent être des facteurs, bon, ok, c'était le mot plus anglais qui venait, mais des facteurs qui sont en train de s'interposer. Par là, je parle, par exemple, de la consommation hydrique et de toutes ces conséquences-là un peu techniques qui sont un peu la face cachée aussi de l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut qu'on en prenne conscience maintenant pour que dans l'installation, ou bien plus tard, lorsque nous aurons nos propres clouds, que nous aurons nos propres installations, nous puissions déjà réfléchir à comment pallier cela. Et le plus important dans l'appropriation, c'est aussi cet aspect-là de ne pas dire comme on a installé, c'est fini. Au fait, c'est un outil qui va se développer au fur et à mesure. Et il nous faudra être aussi au taquet pour que nous puissions nous adapter chaque fois que ce sera nécessaire. C'était cela ma soumission. Merci encore une fois pour cette belle présentation. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a une question de Dr. Paul Kitenge. Comment contourner la question éthique de la protection des données personnelles et le plagiarisme? Merci beaucoup, docteur Kitenge. Je pense que j'avais répondu en partie déjà à cette question. Pour contourner cette question éthique, je pense que c'est des décisions politiques. C'est des décisions politiques et ce n'est pas du tout compliqué, à mon avis, parce que le Bénin l'a fait. Donc, du coup, il y a un organe, parce qu'il y a l'autorité de protection des données à caractère personnel, qui, normalement, dans chaque pays, même dans les pays développés, a pour rôle de protéger les données. Donc, normalement, tout projet, toute initiative, aussi belle qu'elle soit, qu'elle provienne même du bureau ovale de Donald Trump, s'ils ne veulent pas se conformer à ça, on met ça à la poubelle. Ça, c'est mon opinion. Parce que je pense que de l'autre côté, aucun pays développé ne va accepter que les données de leurs citoyens puissent transiter par l'Afrique. Donc pourquoi est-ce que c'est de... Vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi je dis, dans la solution que je suggère par rapport au fonds qui sera dédié à cette innovation, il faut forcément que ce soit des fonds locaux. On a plein de mécanismes qu'on peut utiliser pour mobiliser des ressources locales. Tant que les ressources viendront d'un partenaire externe, le partenaire va vouloir forcément exfiltrer les données. Et s'il n'y a pas une politique forte, d'accord, dans le pays, ça sera compliqué. Donc, je pense que décision politique, et puis ça peut aller. C'est mon avis. Donc, le prof Hippolyte peut aussi compléter. Il a aussi son Oui, expérience par rapport à ça. effectivement. Donc, ça c'est un domaine où nos États devraient véritablement appliquer leur souveraineté. Il y a un commentaire, l'IA peut également aider à anticiper sur l'apparition ou la dispersion de certaines épidémies en triangulant les données sur l'écologie, le climat et le mouvement des populations. Donc, que des avantages par rapport à l'IA. Mais il y a une question, quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans le milieu reculé où les patients n'acceptent pas les maladies tropicales négligées en les considérant comme mauvais sort? Ça, c'est... Je m'attendais à cette question. Non, je pense je pense que la personne qui a posé la question, il doit être aussi un spécialiste des MTN. Donc, il sait déjà le problème auquel on est confronté. Moi, je fais partie de ceux-là, personnellement, qui pensent que aujourd'hui, la santé, on doit pouvoir résoudre les problèmes de façon holistique. Donc, le problème qui se pose dans ces communautés, ce n'est pas un problème de l'IA, non, du tout pas. C'est un problème de conception même déjà.
Si la personne ne conçoit pas que la maladie dont il souffre ne provient pas d'une infection, donc ce n'est pas une question de l'IA. L'IA est juste venue amplifier. Donc, je pense qu'il faut faire un travail de base, d'où l'importance de faire de la recherche qualitative, d'accord? Donc aujourd'hui, on doit utiliser beaucoup plus la recherche qualitative pour aller comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui fait que les gens en sont réticents. Parce que si on va en douceur, moi je recommande toujours aux collègues pour dire, quand vous allez sur le terrain, quand vous vous comportez comme expert, vous aurez toujours des problèmes. Mais quand vous vous comportez comme ah, nous sommes venus pour comprendre davantage la maladie, pour ensemble, on puisse trouver des solutions. Les gens sont beaucoup plus ouverts, en fait. Vous comprenez un peu. Donc, je pense que la solution que moi je préconise, dans ces zones, utiliser à fond la recherche qualitative. Donc, oubliez d'abord intelligence artificielle, technique, oubliez tout ça. Et essayons d'abord de comprendre leur mentalité. Pourquoi est-ce que les gens sont réticents? Si on arrive à leur expliquer que avec des approches qualitatives, que la maladie est un problème purement infectieux, là, je pense qu'on peut maintenant revenir pour compléter l'IA. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que le prof Hippolyte et la présidente pensent. Oui. En tout cas, merci. Je crois que si on continue à ce rythme, on risque de passer, Salut. on risque de voir le soleil se lever Ouais. dans quelques heures. Donc, Oui. nous allons souffrir de mettre fin à cette Juste, juste présentation. un petit message, si vous permettez, prof Hippolyte. Tous ceux, Oui, allez-y. tous ceux qui sont intéressés par cette thématique, je pense que Prof Tan l'avait dit, on va continuer la discussion après. Donc, mais ils peuvent m'envoyer un mail, d'accord? Je ne sais pas s'ils ont vu un mail directement et puis on pourra discuter tranquillement par rapport à ça. S'ils ont des idées, on peut échanger, partager. Et nous faisons également des formations dans ce sens, hein, donc certifiantes en ligne. Donc, du coup, envoyez juste un mail à denionviehoracedmail.com et puis s'ils sont intéressés par des formations certifiantes pour aller beaucoup plus loin, nous en formons en présentiel à Bruxelles, mais on fait également en ligne, donc on pourra en discuter. Merci beaucoup, prof Hippolyte. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Horace. Merci pour l'aimable attention de tous les participants. Les gens commencent à se déconnecter. Nous sommes maintenant à 60. À un moment donné, nous étions 66. Alors, il est de coutume qu'à la fin de nos webinaires, nous prenons une photo des familles virtuelles. Pour ceux qui le veulent bien, ils peuvent juste ouvrir leur caméra. Mais professeur Tania ne me demande pas de prendre la photo parce que je ne sais pas comment on fait. Donc, moi, j'ouvre juste ma caméra et puis vous me direz quand est-ce que c'est fait. Donc, ceux qui le veulent peuvent ouvrir leur caméra et comme ça, nous allons prendre la photo des familles. Hervé est là. Hein. Hervé, tu peux aussi prendre. Hein. Toi, tu es l'expert. One. Je ne sais pas si c'est. J'utilise plusieurs médias ici. Bon, je vois vraiment de visages familiers. Le prof Mouva. Bonsoir. Ok, je vais prendre. Bonsoir, Tania. Ok. Hervé, tu prends aussi chez toi, s'il te plaît. Et je vois si je vais. One, two, three, go. Je prends la première photo. Yeah, people are adding. One, two, three, go. Yeah. Je rappelle aussi que nous avons lancé la campagne d'assistance éditoriale, comme le prof Hippo l'avait dit. Envoyez vos manuscrits pour être traités par les experts et aussi notre webinaire de décembre est réservé aux jeunes chercheurs. Si vous avez publié en 2024-2025, vous êtes jeune, nous donnons la voix aux jeunes chercheurs. Donc, envoyez-nous vos manuscrits et votre publication et un résumé et vous serez sélectionné pour participer au webinaire de décembre en tant qu'orateur ou oratrice. Donc, j'ai eu la photo. Bonne soirée. Bye bye. OK, merci. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous. Passez un agréable week-end. Merci. Merci. Merci Merci, bon beaucoup, week-end à professeur tous. Horace. Bye bye. Merci, prof. Merci de votre pour part aussi. la Merci. brillante présentation et la modération.